Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité de longue date pour parler d'un sujet qui m'occupe depuis de longues années, dont une quinzaine d'années avec Philippe Girardin, aujourd'hui à la retraite. Alors, je suis plutôt un agronome des grandes cultures. J'ai essayé d'adapter, d'élargir un peu mon propos aux cultures et aux systèmes de production qui intéressent ces rencontres. Et donc, on va parler de l'évaluation environnementale, en gros, comment mesurer l'acide sulfurique, le degré d'acide sulfurique. Alors, je suis un peu trop vite. Alors, donc, cet intérêt pour les méthodes d'évaluation date de la montée des enjeux environnementaux. Hein. Il faut distinguer les enjeux globaux comme gaz à effet de serre, comme a cité Pierre, et les enjeux plus locaux comme les questions de qualité d'eau. Donc il y a une demande croissante d'outils d'évaluation, de méthodes d'évaluation et d'outils, leur traduction pratique, de différents acteurs. Et on constate en fait un véritable foisonnement de méthodes d'évaluation, une indicator explosion, disait une anglaise au début de ce millénaire. Alors la présentation sera axée sur trois parties. Une première partie introductive sur certains aspects généraux. Puis je vous propose un petit parcours de quelques méthodes. Il est hors de question de faire le point sur toutes ces méthodes qui existent, très diverses, pour un peu vous donner une idée de la diversité des méthodes existantes. Et puis quelques éléments de discussion sur l'état d'avancement de la recherche. Alors, ce foisonnement de méthodes s'explique aussi en fait par un certain nombre de choix préalables qu'il faut faire avant de choisir une méthode. Il est hors de question de dire il me faut cette méthode, il faut se poser des questions sur la finalité de l'évaluation et le public visé, qui en est l'utilisateur, le bénéficiaire. Alors il y a différents types d'évaluation. Dans le jargon, on parle d'évaluation ex post qui vise à évaluer une situation existante, soit sous forme de diagnostic, de suivi en cours d'une action, ou d'évaluation ex ante. Le terme existe dans les textes européens pour évaluer a priori des politiques, des solutions. Et je pense qu'il y en a besoin avec ce qu'on nous propose parfois, du pilotage en temps réel ou d'année en année stratégique. On pourrait ajouter aussi des outils d'évaluation pour le suivi réglementaire et par exemple toutes les questions de management environnemental. Alors après, se pose aussi la question de l'évaluation du contenu de l'objet de l'évaluation, donc les objectifs opérationnels, leurs priorités. Alors on parle parfois de thématiques très générales, qualité de l'eau, protection des sols, parfois carrément de compartiments environnementaux purs et durs. D'autres méthodes vont parler d'impact, on est déjà plus précis. Et puis, il existe même des approches un peu plus théoriques de propriétés systémiques, comme la résilience utilisée en écologie. Puis, il faut se poser des questions sur les limites du système évalué, les échelles d'évaluation spatiale, temporelle. Alors donc, pour ce qui est des limites du système, est-ce qu'on prend en compte l'amont, donc tout ce qui est la chaîne de production des intrants, et l'aval, donc les questions d'élimination des déchets. Quand on parle d'échelle, il faut toujours s'intéresser à deux aspects. Le grain, quel est le niveau de détail qu'on veut. On peut avoir une méthode avec à l'échelle de l'exploitation qui sera l'étendue, les limites, mais avec des résultats au niveau parcellaire ou des méthodes qui nous donnent que des résultats au niveau de l'étendue de l'exploitation agricole. Et ceci aussi vrai pour toute méthode à des échelles supérieures. Et puis, il y a aussi à se poser des questions très pratiques, mais quels sont les moyens, quels sont le temps disponible, les méthodes que je peux mobiliser, les données disponibles. La question des données est très importante. Alors quand on parle de méthode d'évaluation, il y a deux mots qui reviennent très souvent, c'est impact et indicateur. Et je vous propose de montrer un peu d'où viennent ces notions à partir de la chaîne causale des impacts que je représente ici, alors d'une manière très simplifiée, hein, ça donne l'impression d'une linéarité. Derrière ces flèches, il faut vous imaginer un réseau causal plutôt, comme par certains auteurs. Donc on parle par des pratiques agricoles qui interagissent avec un milieu, il ne faut pas l'oublier, pour donner lieu, quand on parle de polluants, d'émissions, qui sont les sorties de polluants du système. Ce qui peut provoquer des changements d'état, mais
le cheminement depuis la parcelle agricole jusqu'au compartiment peut être complexe. Et qui dit changement d'état d'un compartiment, on ne dit pas encore qu'il y a un impact. Tout dépend s'il y a des organismes cibles, de leur comportement, de leur sensibilité. L'impact, finalement, est l'effet final, dans son sens vraiment restrictif. Et mesurer ces impacts, qu'ils soient économiques ou biologiques, écologiques, ben, c'est très complexe, parfois pour des raisons métrologiques, de définition même de l'impact, de mesure de la biodiversité ou de définition théorique comme la durabilité. Mais aussi le problème de faisabilité, hein, on ne peut pas mettre en place partout un immense système de capteurs. On a donc recours à des indicateurs qui donnent des indications. Certes, on peut mesurer peut-être en cours de route sur cette chaîne les émissions, mais cette mesure d'émissions restera, ou prédire avec un modèle, un indicateur de l'impact final. Alors, en considérant cette chaîne, alors certains parlent aussi d'impact potentiel quand ils simplifient la prise en compte de tout le réseau causal, en ajoutant aux émissions, par exemple, un facteur d'impact. On parlera aussi de risque quand cet impact potentiel est soumis à un aléa. Alors, ces considérations sur la chaîne causale a donné lieu à une typologie très utilisée, la fameuse typologie pression-état-réponse. Je n'ai pas indiqué la dimension des réponses qui sont les mesures correctrices des problèmes de changement d'état. Alors, enrichi par l'Agence européenne pour l'environnement, par la composante force motrice et par la composante justement d'impact qu'on voit bien en fin de chaîne. Le problème de cette typologie, c'est qu'elle quand on l'a extrapolée à d'autres évaluations, on voit qu'il y a un certain nombre d'imprécisions. J'explique que dans les indicateurs d'état, on voit parfois des variables de sensibilité de milieu. La pression, elle est entre les pratiques agricoles et les émissions. Ce n'est pas du tout la même chose. D'un côté, vous vous intéressez aux moyens, les causes et les pratiques. Les émissions sont déjà un premier effet. Donc une typologie quand même un peu qui a ses limites, et je proposerais plutôt de parler d'indicateurs de pratique, d'émissions, d'état et d'impact, que je croiserais avec une seconde typologie qui porte sur la nature, le mode de construction des indicateurs, avec une première grande classe qui sont les indicateurs que je qualifierais de simples, reposant sur des variables, sur des combinaisons simples, ratio solde, comme la quantité de substance active, le fameux IFT qu'a déjà évoqué Pierre. Alors, indicateurs simples, oui, mais pour les mettre en place dans un pays qui a 350 fromages, c'est une autre question, disait quelqu'un du ministère, mais dans leur nature, ils sont simples. Oui, il peut y avoir aussi le problème de disponibilité de données à l'échelle nationale. Quand on pense aux quantités de substances actives vendues, il y a d'âpres négociations pour avoir ces données. Deuxième grande famille, ce sont des indicateurs prédictifs qui reposent en fait sur des modèles. Je parle de modèles de fonctions estimatrices qui relient des variables de sortie à des variables d'entrée à une variable de sortie estimatrice de l'effet. Alors les modèles, il y a les modèles complexes qui aiment développer la recherche avec beaucoup de paramètres, de variables, mais derrière il y a déjà une grande variabilité. Il y a une deuxième famille que je qualifierais de modèle opérationnel, et certaines méthodes dont je vais parler après en fait reposent sur ce genre de modèles qui ont restreint le nombre de variables et surtout on propose que des variables d'entrée accessibles. Troisième grande famille sont des indicateurs reposant sur des mesures vraiment estimatrices de l'impact. On se centre sur l'impact et dans le domaine de la biodiversité, quand on parle d'indicateurs, on pense généralement à cela. J'y reviendrai. Alors, ces trois grandes familles, en fait, on peut les situer sur un continuum entre deux pôles malheureusement opposés, de la faisabilité et l'intégration des processus, donc une approche plus juste des impacts, sachant quand même que c'est très schématique. Hein. Un deuxième axe que je proposerais, c'est la puissance explicative. Est-ce qu'on peut relier les résultats aux causes? Ce n'est pas possible avec une mesure de terrain qui vous donne certes une très bonne photo, aux erreurs métrologiques près, mais on n'a pas l'interprétation. J'ai une valeur de quantité d'azote dans le sol, est-ce que c'est dû à l'année, est-ce que c'est dû aux pratiques d'agriculteurs, à la situation exceptionnelle? Il faut des mesures complémentaires. L'avantage des indicateurs prédictifs, c'est bien de pouvoir faire cela.
d'avoir des informations plus faciles sur les causes, si tant bien que le modèle est bien fait. Donc les indicateurs simples, surtout développés par des groupes techniques qui n'ont pas le temps de faire de la recherche, pour des évaluations ex post, pour faire de la sensibilisation, de l'état des lieux. La grande force des indicateurs basés sur des modèles prédictifs, c'est bien de faire aussi de l'évaluation ex ante, de faire des simulations, faire des analyses de systèmes. Et ce sont surtout les agronomes dans la recherche qui ont développé ce genre d'outils. Les indicateurs mesurés nous viennent des écologues, sont aussi demandés par des décideurs qui veulent des états des lieux quand même qui approchent bien la réalité du terrain. Alors je vous propose maintenant de passer en revue quelques méthodes que j'ai sélectionnées pour illustrer la diversité des méthodes. Un certain nombre donc traitent aussi de la viticulture, de l'arboriculture, des productions légumières. Je m'excuserai auprès de ceux qui s'intéressent à l'horticulture, notamment de serre. Ça dépasse mes compétences, sachant que certaines méthodes peuvent être adaptées. Il y en a une, la méthode Eliovi, qui est spécifiquement dédiée à la viticulture. Pour les autres, elles nous viennent des grandes cultures et des polycultures. Donc vous avez des méthodes développées par des groupes de travail, par des structures, même des champs d'agriculture. Les méthodes de base sont plutôt issues de la recherche, avec des indicateurs, vous voyez, de différentes natures, de pratiques, de sensibilité de milieu, d'émissions, d'indicateurs d'impact, sur des échelles exploitation, parcelles, jusqu'au processus pour les analyses de cycle de vie. Donc une des méthodes est la méthode SACA développée à l'agroscope de Zurich, dont un concepteur est parmi nous. Donc avec des indicateurs, des méthodes qui proposent une valeur agrégée. D'autres sont des simples listes d'indicateurs avec des méthodes d'agrégation par addition de notes, des méthodes un peu plus complexes. Certaines méthodes ne proposent que des agrégations par thématique. Certaines intègrent aussi les 3 dimensions de la durabilité, comme IDEA et la méthode MASC. Alors, quelques zooms sur ces méthodes. Donc, la méthode IDEA, qui est bien connue en France, reposant sur les 3 dimensions de la durabilité. Chacune présente un certain nombre d'indicateurs qu'on additionne pour avoir un total de 100 par dimension. C'est un système de score, avec des indicateurs qui ont un fort poids, vu la valeur maximale qu'ils peuvent avoir. Donc dans la composante environnementale de durabilité agroécologique, vous avez 3 sous-composantes. Vous voyez les indicateurs qui ont des forts poids, les indicateurs de diversité, animale, culture pérenne, annuelle. L'indicateur pour de zone de régulation écologique, donc les éléments semi-naturels. L'indicateur pesticide pour les pratiques agricoles qui repose sur un indicateur proche de l'IFT avec des variants. Tout ça, ce sont des systèmes de notation pratique avec une somme de points. Alors, la liste des indicateurs de l'observatoire du RMT, des observatoires des activités agricoles, a proposé sur son site à l'utilisateur de pouvoir trouver un certain nombre d'indicateurs. C'est un catalogue d'indicateurs. Vous entrez l'enjeu, l'axe, le compartiment, le type, et il vous donne un certain nombre d'indicateurs, des indicateurs de sensibilité de la parcelle, du milieu. Donc là, vous avez l'indicateur de pourcentage de parcelles avec des pentes supérieures à 3%, les pourcentages de surface drainée, l'IFT, et vous avez accès au descriptif. Mais à vous de vous débrouiller pour calculer et acquérir les données. Troisième méthode un peu originale, qui n'a pas du tout d'application à ma connaissance dans les cultures spéciales pour l'instant, c'est le DAEG qui a été développé à l'agrotransfert en Picardie, avec une approche qualitative à la fois sur l'exploitation agricole mais aussi sur les parcelles. Les indicateurs parcellaires ont été inspirés en partie d'une autre méthode que je connais bien, la méthode Indigo. Donc avec, vous voyez, des systèmes de tableaux de contingence, où on croise là des variables avec des relations et des si alors. Donc un exemple avec le module un pesticide eau souterraine pour l'effet des pratiques. Vous avez aussi des indicateurs au niveau d'exploitation, les pollutions ponctuelles, même la prise en compte des nuisances sonores et olfactives, avec des indicateurs là de différentes natures.
pour certains simplement des constats. Ce qui fait la force de cette approche, c'est aussi le calculateur sur Internet avec des sorties cartographiques au niveau de l'exploitation. Il y a pas mal d'applications, naturellement au niveau de la Picardie, mais aussi en Seine-et-Marne. C'est un peu leur département cible. Et puis donc on arrive à cette méthode qu'on a développée dans l'équipe, la méthode Indigo, depuis 1993, avec aussi des travaux méthodologiques sur la question des indicateurs. Donc des indicateurs basés sur des modèles opérationnels quantitatifs ou qualitatifs, en fonction de la complexité du sujet, de l'état des connaissances. Donc pour la question des phytosanitaires, on a développé l'indicateur IFI, qui repose sur des arbres de décision qualitatifs. C'est trop complexe, on aurait fait des usines à gaz, avec une méthode originale utilisant des sous-ensembles flous. Je ne vous ferai pas de cours sur cet aspect, simplement retenez que ça permet de traiter, de mettre en classe les variables en s'affranchissant des limites brutales de classe. On est bon en dessous de 5000 grammes et on est mauvais au-dessus de 1000 grammes, par exemple, de substances actives. J'aurais dû prendre un exemple IFT plutôt, c'est plus à la mode. Avec cette technique-là, vous passez progressivement, par exemple, d'une limite de 500 à 1500 grammes. Et donc, ça rend l'indicateur beaucoup plus sensible. C'est la grande force. Donc, cette méthode a été adaptée à la viticulture, je crois qu'il y a dans le programme un exposé, je crois qu'on traitera, et puis à l'arboriculture aussi. Donc aussi un autre exemple d'indicateur, Azote, lui qui repose sur un modèle développé dans l'équipe originale, qui est quantitatif, qui donne en premier lieu des sorties en kilos d'azote, qu'on transforme après dans une échelle lisible entre 0 et 10, avec une valeur de référence à sec, le minimum environnemental acceptable. C'est une échelle de performance environnementale, ça permet de faire un certain nombre de choses. L'utilisation d'origine prévue, c'était de faire des diagnostics d'exploitation pour le conseil, permet de mettre en évidence les points forts. Il faut parler aussi des points positifs dans l'évaluation, et d'abord, plutôt, des points faibles, tout ça dans un esprit de dialogue avec l'agriculteur, mais il y a eu différentes utilisations, et ce qui est intéressant, c'est aussi les sorties détaillées. Par exemple, pour l'indicateur IFI, vous pouvez aller jusqu'au niveau de chaque utilisation de substance active, fournir une information pour l'énergie, pour chaque intervention culturelle. Il y a eu aussi des travaux récents sur le changement d'échelle, passage au bassin versant, avec une thèse de Julie Wolfhard. Alors, une autre méthode assez récente, publiée dans le Journal of Environmental Quality, méthode italienne, mais qui tire son origine du contexte de la viticulture biologique. Donc une méthode qui est basée, elle, uniquement sur ces fameux arbres de décision utilisant la logique flow. Vous voyez, c'est plus juste quelque chose d'un peu farfelu venant d'Inrad Colmar. Non, ça se développe énormément. Et donc, ils ont développé un outil informatique avec un indicateur global entre 0 et 1, l'échelle d'impact, 0 étant positif, 1 mauvais. Vous voyez la valeur globale de 0,2 pour la viticulture biologique, ouf, on est dans le vert. Et puis les sous-indicateurs, un certain nombre, dont un indicateur pesticide qui a été publié aussi et pris, développé par dans une équipe italienne à Trévise. D'autres indicateurs, dont l'indicateur matière organique qui a repris l'indicateur d'Indigo. Donc, puis après, une méthode nouvelle développée au sein de l'INRA par différents chercheurs, c'est le modèle MAS, qui est soutenu d'ailleurs par le GIS que préside Jean Boiffin. Donc, pour continuer ces travaux, c'est une méthode qui vise à évaluer la durabilité totale et repose sur un logiciel existant en accès libre qui permet très facilement de faire, il faut que je parle plus fort, des arbres de décision. Vous avez là le logiciel, vous voyez l'arbre est assez complexe avec les 3 dimensions, puis donc vous pouvez rentrer très facilement chaque attribut, chaque variable, chaque sous-indicateur, vous définissez les échelles, et puis après il faut définir ce qu'ils appellent les règles d'agrégation sous forme de fonction d'utilité
Et la force du logiciel Lexis, c'est qu'il vous propose tous les cas et même propose des conclusions automatiques si vous rentrez des pondérations. Par contre, vous pouvez aussi naturellement le faire de manière manuelle et la police en gras montre dans cet exemple qu'on a travaillé de manière manuelle et il calcule a posteriori les fois. Donc, cette méthode a été développée aussi notamment dans le cadre du RMP système de culture innovant. Vous avez un exemple de système innovant en vert améliorant la biodiversité qui ont été comparés à des systèmes actuels. Et bonne nouvelle, tous les systèmes innovants amélioraient d'un degré, d'une classe, la durabilité totale. Je dis d'une classe, ça pose quand même des questions de durabilité, de sensibilité de l'outil pour ces méthodes très qualitatives. Qui là repose sur des fonctions si alors, sans sous-ensemble flou, sans exotisme. Je passe à la dernière méthode, c'est pas une méthode, c'est une famille de méthodes, l'analyse de cycle de vie, que je tire la figure de travaux de Hayo van der Werf à l'INRA de Rennes. C'est une famille de méthodes, c'est toute une communauté scientifique, des journaux scientifiques dédiés à ça. C'est une méthode normalisée, issue en fait de l'industrie, qui a été adaptée par la suite à l'agriculture. Et donc la force de l'analyse de cycle de vie, c'est qu'elle oblige à bien définir le système. Elle repose sur l'évaluation sur tout le cycle de production, du berceau à la tombe du produit, du processus. Se pose quand même la question de la prise en compte de l'aval en agriculture. Beaucoup d'ACV s'arrêtent quand même à la sortie de l'exploitation. Et puis deuxième étape, c'est l'inventaire de toutes les émissions et des ressources qui peuvent se passer au cours de ces processus. Alors se pose la question de la méthode d'évaluation, de calcul de ces émissions. Elle n'est pas normalisée. Derrière, vous pouvez avoir des méthodes reposant sur des coefficients, comme vous pouvez avoir des méthodes plus complexes reposant sur des modèles comme utilisent certains collègues de l'INRA, comme l'équipe de Benoît Gabriel. Puis, étape suivante, c'est l'agrégation. L'agrégation de toutes ces émissions, et là c'est très efficace, parce qu'on se retrouve à quelques indicateurs d'impact, donc basés scientifiquement sur les connaissances, dont le fameux équivalent CO2 qui nous donne une évaluation de l'impact du changement climatique. Alors là aussi des questions à se poser, parce que tous les impacts ne sont pas forcément pris en compte. Dans un certain nombre de méthodes, vous n'avez pas la prise en compte de la biodiversité, qualité des sols. La méthode SALCA proposait une méthode d'évaluation de la biodiversité, mais c'est encore des questions de recherche dans ce domaine. Alors un premier exemple, c'est totalement de l'élevage, totalement hors sujet. Ouais, je pense qu'on va y arriver. Donc, qui illustre en fait la force de l'analyse. Elle permet de voir un petit peu les impacts sur les différents niveaux d'un processus. Là, il y a comparaison du transfert de lisier vers d'autres exploitations par rapport à la fameuse méthode de dénitrification du lisier dans la mer de lisier en Bretagne. Et vous voyez un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque méthode qui peuvent changer en fonction quand même des indicateurs. Vous voyez aussi la réduction des impacts que permet notamment le transfert vers d'autres exploitations en culture, puisque ça permet une réduction des engrais minéraux. Donc on peut travailler avec cette méthode à la comparaison de processus et de techniques. Mais on peut aussi travailler à une échelle beaucoup plus large de la filière. Un exemple la plus intéressant pour vous, de la filière agrumes au Maroc, et où il y a une évaluation de l'impact tout le long du cycle des arbres et de la filière. Le résultat montre les impacts le long de la filière, et en vert la part des impacts sur l'exploitation agricole par rapport à l'aval, le transport, la commercialisation. Donc pour certains impacts, quand même, une grande part se déroule au niveau de l'exploitation agricole. Là encore, vous n'avez pas la prise en compte de la biodiversité. Alors quelques éléments de discussion. Si on résume de manière très générale, les points forts et faibles sous deux critères, la pertinence scientifique, donc la qualité scientifique et la faisabilité. Vous avez d'une part des méthodes très faisables, mais
quand même présentant des faiblesses au niveau scientifique, mais qui ont leur utilité, il ne s'agit pas de les rejeter. Pour des études d'animation, de sensibilité à la durabilité, elles ont toute leur force. D'autres méthodes qui permettent d'aller beaucoup plus au fond des choses, mais qui n'ont pas une utilisation universelle. Je ne plaiderai pas du tout pour ma chapelle. Avec certaines méthodes aussi, comme l'ACV, où j'ai mis une petite parenthèse sur la pertinence scientifique, parce que c'est bien fonction des méthodes de calcul qui sont derrière. Deuxième élément, c'est les thématiques couvertes. Il y a beaucoup d'indicateurs sur l'azote. Ça a été la première thématique au niveau français, comme je l'ai rappelé aussi, prioritaire au niveau français autour de nitrates, qualité de l'eau. Donc il y a une synthèse du Corpen, les pesticides avec l'ouvrage sur les indicateurs pesticides qui est réalisé aussi dans notre équipe, la gestion des sols. Alors on vient de quitter l'année de la biodiversité, qu'en est-il? Il y a de nombreux indicateurs d'état mesurés. Là où la littérature en regorge, se pose la question lesquels, et aujourd'hui on est certain qu'il en faut plusieurs. Il y a l'indicateur emblématique au niveau français des populations d'oiseaux. Il y a de nombreux indicateurs simples, comme l'indicateur comme le propose un mémoire d'étudiants réalisé dans notre équipe, mais peu d'indicateurs prédictifs. Et puis se pose toute la question de l'évaluation des services écosystémiques, et on n'y est pas encore. Puis les thématiques à approfondir, notamment la composition du sol, l'état du paysage, on a beaucoup d'indices. Les impacts positifs, ne les oublions pas. Et puis se pose la question de la fixation des références. Est-ce qu'il faut une unité exprimée par rapport à l'hectare ou au kilo produit? Probablement les deux sont nécessaires en fonction des impacts. Avec quelles données? Comment fixer des seuils? C'est une question quand même qui pose encore des questions avec l'évaluation de la sensibilité. On a progressé avec, dans le travail sur masse, l'évaluation de la qualité prédictive, notamment des sorties. Alors, vous voyez un indicateur dont on a beaucoup parlé à l'ESCO, le pourcentage de surface semi-naturelle. Il y a un projet européen qui a permis de le valider à grande échelle, en le reliant, le corrélant assez bien à des mesures de différentes espèces. Le CARAB, mais il n'y a pas eu que le CARAB dans l'étude. On a proposé aussi un test de vraisemblance où on a comparé différents indicateurs dont IFI et PRIC qui est dans la méthode italienne et IOI. Et donc, en conclusion, un foisonnement de méthodes, différents types d'indicateurs, à choisir en fonction des usages. Il y aura toujours un compromis entre science et faisabilité. Des travaux qui continuent, notamment sur des thématiques à approfondir, l'agrégation, on a progressé avec notamment le travail sur masque. Je voulais dire que masque a des applications en viticulture, arboriculture, le changement d'échelle, la fixation des références, sûrement un sujet moins travaillé. L'analyse de cycle de vie, oui, c'est une approche majeure. Se pose quand même la question du domaine de validité en fonction des méthodes de calcul des impacts. Est-ce qu'il faut le domaine d'utilisation? Pour quel usage? Ce n'est pas une méthode universelle non plus. Quand faut-il une ACV complète? Sachant que ces méthodes basées que sur les indicateurs font de l'ACV, notamment pour l'énergie, où on prend en compte aussi les consommations énergétiques, des impacts en amont. Voilà pour cet exposé. Merci pour votre attention. À peu près tous les groupes d'agriculteurs ou de producteurs qui s'engagent dans des démarches environnementales, finalement se posent à un moment en général très précoce de la démarche la question du choix des indicateurs. Et on peut être à peu près certain que les premières ou les principales et probablement les principales victimes d'un renforcement de tout ce qui a trait à l'environnement seraient ceux qui ne se préoccupent pas de la question des indicateurs et qui considèrent qu'ils doivent laisser facilement cette question se traiter par d'autres. Voilà. Donc sur ces fortes paroles, vous avez eu le temps de préparer les questions qui vous viennent. Deux questions faciles pour toi. Je rebondis sur ce que Jean vient de dire. Ne pas se préoccuper suffisamment de ces questions d'indicateurs et de méthodes de calcul.
c'est s'exposer à des normes internationales qui s'imposent et qui ne tiendront pas compte de nos petits malaises de chercheurs qui critiqueront, suivant notre habitude nationale particulièrement privilégiée. Donc la question c'est un peu que tu nous dises où les normes s'imposent déjà et dans quelle mesure elles peuvent éventuellement interférer avec des démarches de recherche qui perdent un peu leur pertinence dès lors que la position internationale s'impose à tout le monde. Et puis la deuxième question, elle fera bien plaisir à Isabelle Flex, c'est à propos de l'ACV, où en est-on du traitement de la question du changement d'affectation des sols qui a été très puissamment mise en exergue par la question des biocarburants. La question des normes, le mot est intéressant parce que normes très proche de réglementation. Donc on a là des indicateurs par rapport normatif, par rapport au suivi réglementaire. La question est vraiment très chaude pour une thématique qui est la directive nitrate. Il y a un contentieux entre la France et la planète et l'Union européenne, ce qui est déjà beaucoup. Et effectivement, l'INRA est chargé d'une expertise collective sur cette question pour la directive nitrate. Et il y a effectivement une question du ministère sur les indicateurs. Parce qu'il y a un certain nombre de pratiques dans la directive nitrate qui sont remises en question par l'Union européenne. Donc voilà un exemple typique où il faut que nous, chercheurs, on aide le ministère à répondre. Mais on est quand même dans un domaine particulier d'utilisation des indicateurs par rapport à la vérification, à la conformité réglementaire. Ce qui pose des questions, notamment des données vérifiables, des indicateurs vraiment facilement compréhensibles. C'est un type particulier d'indicateur. Mais je suis convaincu que le chercheur a aussi participé à l'élaboration de ces indicateurs, sachant quand même que derrière, il y a des choix politiques qui dépassent le rôle du chercheur. Alors, deuxième question sur l'anneau. Continuer sur ces... Il y a deux autres exemples qui répondent à la question de Pierre, me semble-t-il. C'est le fameux indicateur IFT, sauf erreur, ça procède d'un ensemble, d'abord c'est d'origine danoise, et ça procède, il y a un certain nombre de débats qui ont eu lieu à l'échelle européenne, et que nous soyons contents ou pas de cet indicateur, nous sommes amenés à l'utiliser massivement, parce que de toute façon ça résulte un autre exemple, enfin de mon point de vue un peu terrifiant, enfin en tout cas qui illustre le fait que c'est pas seulement parce que cette question de la provenance des indicateurs et des débats sur les indicateurs, ce n'est pas seulement une histoire de chercheurs préoccupés de voir leur processus bien plus ou moins bien représenté. C'est les facteurs d'émission de protoxyde d'azote à partir des engrais. Et ça, je dirais, agriculteurs et chercheurs, même combat. On a actuellement une indexation, vous savez, une indexation des émissions de protoxyde d'azote qui est utilisation des engrais minéraux multiplié par un certain coefficient qui est une norme, alors là, archi-internationale, archi-planétaire. Et quand on connaît la complexité des processus d'émission d'une part et des liens entre pratiques agricoles, systèmes de culture et ces processus, on ne peut être qu'atrocement mécontent d'appliquer un coefficient ensemble. Et même, on peut même se dire que ça peut être tout à fait contre-productif par rapport à des évolutions de pratiques. D'où la nécessité de s'intéresser, et si possible, pas seulement au moment où on voit, enfin, pas seulement a posteriori quand il s'agit de corriger, mais au moment où ça se fabrique, à la normification internationale. Oui, alors pour les coefficients d'émission, dans cette fameuse directive nitrate, il y a aussi les coefficients d'émission de l'ammoniac qui est lourd de conséquences, parce qu'il y a des interactions avec les pertes en nitrate sur lesquelles il va falloir qu'on prenne position. Et puis pour revenir à l'IFT, les instances ministérielles et aussi au niveau européen sont quand même conscients de la limite de cet indicateur, puisqu'il nous est demandé aussi, et dans EcoFit aussi, il y a une demande, et au niveau européen aussi, dans le paquet pesticides,
de réfléchir à des indicateurs d'impact et de risque. Ce qui montre bien que les décideurs là, ont conscience de la limite de cet indicateur comme indicateur prédictif. Mais il a son utilité certaine pour donner une première image de l'évolution, de l'intensité d'usage des pesticides. Et je suis convaincu qu'il faut plusieurs indicateurs pour ces questions aussi complexes. Alors, deuxième question, je vais être un peu plus sec parce que je n'ai pas suivi le dossier, c'est un dossier chaud. S'il y a quelqu'un, spécialiste, qui peut répondre, la question est très importante, mais je n'ai pas suivi le dossier des deux. Bon, donc peut-être qu'on y répondra. On garde ça dans les sujets à éventuellement réévoquer à la fin. ACV, changement d'affectation des sols. Alors, autre question. Hubert de Montserrat. Vous avez dit que sur l'indicateur de biodiversité, on n'avait pas beaucoup d'éléments de réponse, mais est-ce que vous pourriez en dire plus? Notamment diversité cultivée, diversité naturelle, comme ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pléthore d'indicateurs mesurés, donc des indicateurs basés sur des mesures ou des observations de groupes d'espèces. Ça va des micro-organismes encore peu, mais des carabes, des vers de terre jusqu'aux oiseaux et aux plantes messicoles et ainsi de suite. Il y a pas mal de variables, d'indicateurs simples, le pourcentage de surface semi-naturelle, linéaire de haies, les indices de diversité des cultures. Ce qui manque, c'est ce genre d'indicateur prédictif à partir d'un certain nombre de variables pratiques de milieu, d'avoir des sorties prédictives de la biodiversité qui sont indispensables pour des études ex ante et aussi, par exemple, pour les études en ACV qui reposent sur le même principe. On parle de l'enregistrement des pratiques et on arrive à une évaluation de l'effet sur la biodiversité. C'est là où on a beaucoup de monde. Et puis, alors, diversité naturelle, cultivée, il y a notamment dans ce projet européen, je crois bien qu'ils ont aussi validé, relié la diversité des cultures à des études sur les effets sur différents groupes d'espèces. On a des indicateurs de diversité de culture, ça existe, on sait traiter. On se pose la question vraiment de la pertinence, surtout dans les comparaisons de systèmes relativement proches. Dans cette fameuse étude européenne, on a quand même travaillé sur des paysages très extensifs jusqu'au système intensif. Après, avec ces indicateurs simples, est-ce qu'on peut différencier différents systèmes intensifs en protection intégrée, production intégrée? Je ne suis pas certain. Jean Pulinage, l'INRA. Je trouve que derrière les questions abordées par les deux premiers exposés, il y a un ou deux points fondamentaux qui sont présents à mon esprit. Alors, je suis économiste et chercheur en sciences sociales, mais ça explique en partie ma question en remarque. C'est que cette prise de conscience des interactions entre production et environnement, elle va générer des coûts de production. Je crois que quand même il faut être clair là-dessus. Et donc, du coup, qui va les payer, qui va les porter, c'est pas une réponse politique que je cherche là, mais c'est clair, c'est un champ nouveau de connaissances sur lequel il faut s'interroger, parce qu'on ne peut pas rester coincé entre la taxation et l'interdiction, qui est la méthode simple, et bien, sinon, ou bien à l'autre bout, la valorisation d'un produit plus simple. C'est clair que si on prend ces deux extrêmes-là, on est dans des schémas de figure simplistes qui vont correspondre qu'à une partie de la réalité. Comment payer le service de production de biodiversité, qui paye, quelle échelle, quel arbitrage, l'histoire des compensations. Je trouve c'est extrêmement intéressant que certaines mauvaises pratiques de certains puissent être compensées par de meilleures pratiques d'autres. Sur le plan, technique, on l'imagine bien. Sur le plan du fonctionnement d'un système social, c'est une véritable révolution culturelle. Et à mon avis, ça met en jeu des problèmes de sciences de gestion, des problèmes de sciences politiques. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors, on a quelques exemples avec les bilans carbone et le processus de Kyoto, des choses de ce genre-là, mais on voit bien que sur un produit, sur une question, déjà, on voit quel mal on a. Mais alors, quand on emmêle, quand on enchevêtre tous les problèmes qu'on aborde là, c'est des champs qui font peur, ça donne le vertige. Alors, est-ce que c'est présent ou pas dans nos préoccupations? Et comment ça
quelle interférence il y a entre des champs de réflexion d'innovation technique, sur lesquels là on est, là on revient dans l'indicateur, et puis ces champs-là qui sont des vrais problèmes de réagencement finalement des champs des échelles de décision. C'est pas seulement un changement d'échelle, c'est aussi un changement de nature de décision. Oui, tout à fait. Je pense rien que sur la question des indicateurs proprement dits, sans aller généraliser autant que vous le faites, il y a aussi un aspect social où on a besoin de collègues d'autres disciplines sur la question de la perception des indicateurs, et notamment quand on passe au domaine réglementaire, il y a des blocages aux indicateurs, hein, notamment au niveau de la profession agricole. Il y aurait sûrement des champs à investiguer davantage pour la fixation des références. Il n'y a pas que le chercheur en agronomie, en écologie qui a son mot à dire, bien au contraire. Et je plaide plutôt pour l'interaction, encore une fois, entre disciplines, l'interaction. Je pensais aussi, je me faisais une réflexion quand Pierre parlait du blocage sur les filières. Effectivement, quand on propose des systèmes de production qui vous diminuent la production, donc la collecte, la diminution des coûts des intrants, ben, il y a aussi des effets, pas juste sur le système agricole d'agriculteurs, mais sur une filière, des emplois en jeu. Je crois que là, dans notre champ d'évaluation, il faut élargir l'évaluation. Là, il y a de nouveau des changements d'échelle, mais pas juste au niveau biophysique, aussi en économie. Et puis après, il y a des questions de perception. Donc il y a du travail pour beaucoup de monde, différentes disciplines. Oui, bon, juste un petit commentaire, enfin un petit droit de suite sur ta réponse. Premièrement, c'est habile de la part de nos collègues socio-économistes de chercher à faire traiter au niveau de cette première session quelque chose, enfin, la difficulté de faire peser sur cette première session la difficulté qui doit peser sur la session que vous allez avoir à traiter à la fin de la journée. Donc bravo, mais nous ne sommes pas nuls. La deuxième, il va y avoir un troisième élément de réponse. Ça c'est de la blague plutôt que de la réponse. Moi, il me semble qu'il faut revenir pour essayer de finalement traiter cette espèce de foisonnement et de confusion dans laquelle ça nous met. Il faut revenir à la question des échelles. Parce que la meilleure façon d'être dans la confusion et d'être perdu, c'est de traiter les choses partout et en tout lieu. Bien. Et on voit très bien que si on applique la multiplicité des indicateurs à des échelles trop fines, intuitivement, on perçoit bon. Alors que si on est capable de finalement traiter les problèmes que tu as adressés, celui des indicateurs, à d'autres échelles, et pour le moment, l'échelle territoriale, y compris avec la difficulté que ça présente, de se définir des entités territoriales pertinentes, il me semble que finalement, associé à des indicateurs locaux pertinents, finalement, on peut retrouver un peu de clarté. C'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir qu'à certaines échelles, finalement, en faisant... on peut percevoir qu'il y a des tendances et que certaines actions, finalement, ont des effets tendanciels intéressants. Je pense par exemple que tout ce que tu as développé sur les transferts versus traitement en lisier, c'est beaucoup plus perceptible et avec des réponses beaucoup plus claires si on l'applique à des échelles régionales, pas à l'échelle exactement, au niveau même de l'exploitation. Et puis ensuite, il y a un autre problème qu'il faut que nous traitions, y compris avec les indicateurs, enfin, ou en connectant la question des indicateurs, c'est celui du passage de la préservation à la gestion. C'est-à-dire, à partir de quel moment, évidemment, il y a une part d'arbitraire et de convention, mais il faut quand même qu'on y réfléchisse. À partir de quel moment on passe de la lutte contre un impact qui n'a pas à être rémunéré à la production d'un service qui commence à pouvoir être rémunéré. Et d'ailleurs, évidemment, ça sera avec des indicateurs. Mais il faut qu'on réfléchisse à cette question-là, et elle n'est pas réservée aux collègues des sciences sociales. Elle n'est certainement pas uniquement technique, mais si on n'adresse pas cette question-là, je pense qu'on restera dans cet état de confusion auquel